Bonjour, bonjour à toutes et à tous pour ce quatrième numéro de Morning Live. C'est déjà le quatrième et en tout cas c'est le premier de cette année 2025. Donc j'espère que vous avez tous passé un bon début d'année 2025. Je suis toujours avec mon compagnon de route Nicolas Auclair. Salut Nicolas. Salut à tous, comment allez-vous? Et donc le but, ce qu'on fait durant les Morning Live, c'est qu'on invite toujours un invité. Et donc aujourd'hui, notre invité est Vivien. Salut Vivien. Salut les gars. Alors, l'objectif, c'est toujours de discuter investissement, de disséquer un peu les investissements de notre invité, savoir un petit peu comment il investit, découvrir peut-être certains secrets. Je sais pas si je suis prêt à les dévoiler. Ah. Non, mais tu vas être obligé de nous en dévoiler ouais. Sinon, c'est pas rigolo. Donc, de discuter investissement, de voir un petit peu comment tu investis, sur quoi tu investis, et puis pourquoi pas discuter un petit peu d'actualité, parce que c'est vrai que depuis quelques semaines, il y a un petit peu de volatilité sur les marchés, n'est-ce pas? Tout le monde parle de ça actuellement, quoi. Un peu, ouais, que ce soit sur les marchés américains, crypto-monnaies, etc. C'est vrai que c'est un peu la guerre en ce moment, hein, comme on dirait. Déjà, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux rapidement te présenter, Vivien? Comme ça, on voit le personnage et puis oui, bien sûr. On bifurque après. Allons-y. Que dire, je suis Vivien, 38 ans, papa de 2 enfants, marié. J'habite dans l'Ain, à la frontière genevoise. Donc, ma femme travaille en Suisse et moi, pour l'instant, je suis en recherche d'emploi, mais peut-être bientôt en récupération d'emploi. Et sinon, voilà, j'ai un doctorat, j'ai passé 7 ans aux États-Unis. Wow. D'ailleurs, c'est là-bas, du coup, que ça a changé un petit peu ma vision de mon rapport à l'épargne et l'investissement. Et puis, on est revenu en France en 2022. Et donc, depuis, j'ai investi depuis mai 2022 en France. Et j'avais déjà commencé là-bas. Mais du coup, on a rapatrié un petit peu toutes les enveloppes. Et puis voilà, que dire d'autre, ma foi. Ravi d'être là. C'est intéressant en tout cas. Donc, du coup, tu es un peu un globe-trotteur, comme on dit. Ouais. Vivre aux États-Unis, j'imagine que c'est complètement différent. C'est super intéressant. T'étais où? T'étais basé où? Ouest, Est, etc. Ouais, j'étais chez Warren, à Omaha, dans le Nebraska. Omaha, excellent. Donc, du oui. coup, ouais, c'est pour ça que tu as eu un CTO axé sur la tech. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de tech sur ton CTO. On en reviendra peut-être tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Google, Apple, Nvidia. D'ailleurs, je ne sais pas si à jour sur Morning, mais ouais, c'est pas mal orienté tech, tech et services de manière générale, je pense, globalement. Après, pas que, donc j'essaye de diversifier, mais ouais. Et du coup, effectivement, mais c'est intéressant ce que tu disais, parce que je me rends compte que d'avoir vécu là-bas, je pense que ça m'aide à peut-être des fois mieux comprendre peut-être le business model ou la façon de penser, en tout cas, d'une portion des consommateurs, tu vois. Et de vraiment voir certains business, par exemple, l'exemple typique que j'ai à chaque fois, c'est Texas Roadhouse, qui est une chaîne de restaurants qui fait des steakhouse. Objectivement, quand tu vois les chiffres, effectivement, tu vois que c'est une bonne entreprise, mais le fait d'y être allé et de voir qu'à chaque fois il y a du monde et qu'à chaque fois il y a la queue, qu'il faut réserver, etc., et que d'avoir expérimenté la nourriture et les services, ça, je pense qu'il y a quelque chose d'autre aussi qui fait que tu te dis, ouais, je sais bien là, de quoi est fait l'entreprise, quoi. Et j'ai l'impression que j'ai plus de facilité à analyser les entreprises US que françaises, paradoxalement. C'est clair. Ouais, j'allais dire, c'est top que donc tu as eu cette expérience aux États-Unis. Donc, peut-être une des premières questions, ça serait de savoir, est-ce que tu as commencé à investir lorsque tu étais là-bas? Ouais. Ouais. Ouais, là-bas, parce que j'ai toujours été un écureuil à épargner, du coup, à toujours mettre de côté depuis, même quand j'étais étudiant, même toujours. Mais c'est vraiment là-bas, en fait, ouais, que je me suis mis à investir. Au début, j'allais dire passivement via ce qu'ils appellent les 401k, donc les plans retraite. En fait, une partie du salaire est prélevée automatiquement.
une partie du salaire brut est prélevée automatiquement et investie, et l'employeur met à peu près autant sur des plans retraite très, très simples. Et après, ouais, ça, un peu après le Covid, pas forcément pendant 2020, mais plutôt fin 2020, que j'ai commencé à vraiment m'intéresser dedans. Et justement, quand j'ai vu qu'on avait qu'on avait déjà investi à notre insu, entre guillemets, et que du coup, j'ai voulu comprendre plus que ça, et je suis tombé comment on dit, dans le terrier du lapin de la bourse. Et puis, voilà, puis moi étant, je pense, aussi de formation scientifique un petit peu, j'ai toujours cet intérêt pour toujours apprendre un peu plus et toujours essayer de mieux comprendre les choses. Et avec la bourse et de manière générale, les finances d'entreprise et ces choses-là, je pense que je suis servi. Il y a toujours, il y a toujours de nouvelles choses à apprendre, comprendre. Et puis, le monde change. Donc, voilà, s'adapter, c'est important aussi. Donc, ouais. Mais avant, non. Avant les États-Unis, j'étais un Français, j'allais dire, un Français typique qui épargne beaucoup, mais qui n'investit que dalle. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est un peu le cas de tous les Français, enfin, peut-être pas tous, mais une bonne majorité. Sûr, ouais. En tout cas, il n'y a pas encore, et tu me diras si je me trompe, il n'y a pas encore cette hype de l'investissement comme on peut l'avoir aux États-Unis, qui, ouais. eux, pour le coup, sont dans, j'ai envie de dire, dès qu'ils ont 18 ans ou 21, ils sont déjà dedans, en fait. C'est peut-être même une way of life, comme on dit là-bas. C'est la base, quoi, d'investir la main. Et effectivement, donc toi, tu serais plus sur ce qu'on appelle du DCA finalement, alors pour ton CTO. Alors, pas vraiment. Ouais. On va dire pas de DCA classique. Alors, la première question, en fait, ouais, sur le rapport à l'investissement, effectivement, aux États-Unis, de toute façon, ils n'ont pas le choix. En France, et c'est ce qui également, je pense, en France, contribue à ce que les gens ne s'intéressent pas trop, c'est qu'on a l'État qui, on va dire, un peu nous protège, nous biberonne. Et du coup, avec les retraites par répartition, les gens s'en foutent un peu d'investir ou quoi, parce qu'ils disent, de toute façon, l'État va couvrir ma retraite. Alors après, est-ce que ce sera le cas dans 30 ans? On verra. Mais on verra bien dans 30 ans. Mais en tout cas, c'est la mentalité, c'est un peu ça. Alors qu'aux États-Unis, c'est l'inverse. De toute façon, j'aurai rien, donc il faut que je me fasse ma retraite, sinon je me retrouve au tapis. Et du coup, je pense, très tôt, les gens investissent. Du coup, quand ils rentrent dans la vie active, voilà, on leur propose ça, par exemple, ces plans. Et après, ta deuxième question, c'était… ah oui, sur le DCA. Oui, sur le DCA, oui. Ouais. Je te demandais tout simplement si tu préférais un DCA ou on va dire du stock picking, quoi. Ouais. C'est quoi ma question? Un truc comme ça, il me semble. Ouais, c'était ça. Ouais. Non, du coup, alors j'ai commencé avec quand je suis revenu en France sur Trade Republic, à faire un peu de DCA, du DCA sur action. Du coup, c'était par exemple investir, je sais plus, c'était genre 300 € par mois, et puis du coup, c'est coupé en portions de 10 ou 20 € sur 15 actions, sur 20 actions, 30 actions, je sais plus. Et du coup, ensuite, en me formant un peu plus, je me suis rendu compte que le DCA pur, entre guillemets, sur action, c'était pas forcément la meilleure stratégie, et qu'il y avait un bon prix à payer pour chaque chose, et que du coup, je me suis un peu plus formé sur la valorisation d'entreprise et la valorisation d'actions. Et du coup, je fais alors du DCA, je disais presque, parce que en fait, chaque mois, je mets sur mon compte, du coup, j'ai changé chez Interactive Broker. Donc, sur mon CTO et mon PEA, mais ensuite, c'est pas forcément parce que je le mets que je vais acheter directement des actions à ce moment-là, quoi. Je peux très bien passer un mois sans avoir rien acheté, et ça me va très bien. Enfin, si tout est trop cher, j'aurais pas de raison d'aller acheter. Et à l'inverse, des fois, récemment, il y avait pas mal d'actions qui ont bien baissé, qui, selon moi, étaient des prix sous-valorisés. Et du coup, à ce moment-là, tu aimerais bien avoir un peu plus de cash disponible. J'ai partagé, je partage en même temps donc ton portefeuille sur Moning, parce que donc tu nous partages tes portefeuilles sur Moning. Ouais. D'ailleurs, tu as aussi une page personnelle où tu as publié un certain nombre d'articles sur ta page personnelle, et on a accès à tes réseaux sociaux, tout ça c'est top. Ouais. Donc tu as un CTO sur Interactive Brokers. Mais d'ailleurs, il est peut-être pas à jour sur Moning, je suis en train de voir, parce que… Bah bien. Ouais, mais c'est quoi comment ça s'appelle? Il faut que je vérifie ma synchronisation.
C'est pas grave. C'est bizarre. Hein. En tout cas, la synchronisation avec Interactive Brokers fonctionne parfaitement bien. Bah ouais. Parce que tu vois, là, moi, il met Apple, mais Apple, je les ai vendus, par exemple. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y en a plusieurs que j'ai vendus, mais on peut en parler. Discuter. Mais grosso modo, de toute façon, c'est grosso modo la même chose, mais il y a quelques changements. Ah, c'est rigolo, tu as du Duolingo. Allez, allez, on va parler. C'est vrai que c'est rigolo. Ils ont été introduits en bourse il n'y a pas très longtemps en plus, hein, il y a quelques mois. Il y a quand même. Ah non, il y a peut-être 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans, il me semble. Mais ouais, elle a que 10 ans la boîte. Je crois que c'est 2014 qu'elle a été créée. Et ils ont été introduits, je crois, 2021 peut-être. Non, quelque chose comme ça, il me semble. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu utilisais Duolingo en Amérique, aux USA Non, non, je l'avais utilisé il y a justement il y a 10 ans peut-être, mais quand on était en France encore. Et puis je sais plus si je me suis mis à réutiliser après avoir analysé l'action, enfin l'entreprise, ou si, mais il me semble que c'est ça. En fait, elle est apparue dans mes screeners et dans des screeners justement qui cherchent un petit peu plus des small mid cap. Et du coup, elle est apparue, je dis, il y a de la croissance, il y a quasiment pas de dette. Enfin, il me semble qu'il n'y a pas de dette du coup. Il y a une belle croissance et on est rentable depuis récemment. Le chiffre d'affaires en augmentation. Le chiffre d'affaires en augmentation. C'est ça, c'est vrai que EPS et les free cash flow et les KPIs, les nombres d'utilisateurs, les nombres d'abonnements, etc. sont en belle augmentation. Et surtout, du coup, j'avais lu les rapports annuels et les derniers rapports trimestriels qui étaient pour moi très, très positifs. Plus récemment, ils intègrent déjà un petit peu d'intelligence artificielle et du coup, ils sont conscients que ça peut être une belle opportunité. Du coup, voilà, pour l'instant, j'étais bien content. J'étais à plus de 100% de performance en quelques mois. Et puis ensuite, là, elle a pris un petit peu cher dernièrement. Elle avait bien descendu, mais ouais, pour l'instant, j'ai zéro raison de vendre, quoi. Donc, elle fluctue beaucoup comme comme beaucoup de petites capitalisations boursières. Donc, il faut être prêt à voir le truc faire le yo-yo et passer de plus 100% à plus 30%. Et puis, bon, je le laisse faire et je renforcerai si on atteint des niveaux intéressants. D'accord. Est-ce que tu penses investir dans d'autres small caps Ouais. Small. Est-ce que tu penses que c'est la bonne période pour investir dans les small caps aussi? Alors, de manière générale, après c'est chacun. De manière générale, moi je m'en fous de la période, dans le sens où effectivement, si on a des périodes, si on a des taux à 0% ou 0,5%, fatalement, c'est plus favorable aux small cap, ou en tout cas aux entreprises qui sont en plein développement, parce qu'elles peuvent emprunter pas cher et se développer de fou. Versus, par exemple, si on est à 4 ou 5%, déjà, les intérêts, le remboursement des intérêts va faire un peu plus mal à l'entreprise. Maintenant, tu regardes Kinsale aussi, c'est une mid-cap, qu'elle a à la frontière, qui reste à la frontière des mid-cap, qui est pareil, quoi, qui est un truc un petit peu spécial dans les assurances, spécialisé dans les produits un peu plus peut-être risqués. Mais qui est pareil, qui est super bien géré. Du coup, le management, c'est des anciens qui bossaient dans le secteur déjà dans les années 2000, qui ont créé ça et qu'on le bagage et qui jusqu'à présent ont montré qu'ils étaient capables de délivrer. Mais par contre, voilà, on voit faut pas avoir peur de la volatilité, quoi. Tu vois les hauts, les bas, ça balance pas mal. Elle a une belle courbe quand même de prix. Hein. Si on regarde même la droite de régression, tout ça, elle a une très belle courbe. C'est ça. Après, c'est vrai que j'ai cliqué sur cette entreprise parce que je ne la connaissais pas. Et puis, c'est vrai que c'est toujours intéressant lorsqu'on découvre un peu le portefeuille des invités, de regarder aussi un petit peu les actions qui sont pas trop communes. Bon, c'est vrai que les gens, ils ont l'habitude de voir Apple, Total, tout ça. Et donc, donc moi, je clique sur les actions que je connais pas forcément. Comme ça, je peux avoir. Mais je suis d'accord. Souvent, c'est plus intéressant parce que Apple et Amazon, Google, je pense que tout le monde connaît plus ou moins, surtout ceux qui écoutent, qui sont sur le forum Morning et qui utilisent. Mais c'est vrai que moi, du coup, plus récemment, en fait, je me suis intéressé du coup à intégrer une partie de, je dirais, small mid cap
dans le portefeuille, dans mon CTO, pour justement essayer d'aller des fois chercher un peu plus de croissance, enfin de potentiel de croissance. Et par contre, en face, on a aussi souvent beaucoup plus de volatilité. C'est un peu le prix à payer pour accéder, on va dire, à des potentiels rendements plus élevés. Mais toujours, de toute façon, ce qui guide après, ce qui ne change pas, de toute façon, c'est que, notamment sur les small et mid cap, je suis extrêmement, j'allais dire, exigeant et prudent sur le bilan, notamment la dette, parce que je pense que ces entreprises-là, la première façon dont elles vont finir éclatées au sol, c'est trop endetté et pas capable de rembourser. Donc, fais attention à ça. Et puis, il y a la création d'actions, l'émission d'actions. Même si ça me dérange moins l'émission d'actions à ce stade-là, souvent de leur phase de développement. Et ensuite, de la croissance, souvent, on va chercher, je dirais, tu vois, du Alphabet, Amazon, si on a du 10-12% de croissance, par exemple, du chiffre d'affaires, c'est satisfaisant. Du coup, sur celle-ci, on va chercher quelque chose un peu plus, je veux dire, un peu plus musclé, aller sur du 15 ou 20%, sachant que ça va pas rester comme ça pendant 10 ans, mais justement, le but, c'est de se demander combien de temps est-ce qu'elle pourrait garder cette croissance, comment elle va faire, est-ce qu'elle va aller chercher de nouvelles zones géographiques, de nouveaux clients, augmenter les prix, et ensuite peut-être proposer de nouveaux produits. Et puis, il y a beaucoup plus, je pense, d'analyse un petit peu fondamentale sur le secteur également, quels sont les concurrents, et pourquoi, tu vois, Duolingo, pourquoi on ira chez Duolingo et pas un concurrent, qu'est-ce qu'ils proposent en plus, la Kinsale Capital. Alors, là, j'affiche le dividende, donc ça me permet de rebondir un petit peu sur l'aspect un peu dividende. Est-ce que c'est quelque chose que tu prends en compte? Est-ce que tu as déjà une stratégie dividende ou alors tu es full sur la croissance et c'est un point que tu ne regardes pas du tout, quoi. Alors tu devrais, j'allais dire, tu devrais ouvrir la fenêtre sur mes newsletters. Je crois une de mes premières newsletters, elle s'intitule « Je me fous des dividendes ». Je pense que ça résume ma philosophie. Mais, tu l'as publié sur Morning ou pas? Ouais. Non, pas sur. Attends, peut-être. Je sais plus, tiens. Mais c'est carrément possible de publier tout ça. Voilà, tu vois. Et voilà. Ok, donc ça t'avait publié un article, les dividendes, un critère utile ou inutile pour sélectionner ses actions. Voilà. Et du coup, c'est ça, c'est une partie de la newsletter que j'ai copiée, que j'ai adaptée pour Morning. Mais ouais. Et là-dedans, du coup, ce que je dis, c'est qu'en fait, ce que je regarde, c'est jamais un critère, déjà. Et ensuite, si elle verse un dividende, ce que je vais faire, c'est surtout regarder est-ce qu'elle est capable de le verser ou est-ce qu'elle s'endette pour le verser. Parce que, effectivement, ce que tu es en train de surligner, c'est une fois que tu comprends en fait comment marche une entreprise et que les dividendes, c'est juste une façon de dépenser l'argent qu'elle a. Mais que moi, à ce stade, c'est un petit peu, pour reprendre les mots de Peter Lynch, c'est que elle verse des dividendes, une entreprise, elle verse des dividendes quand elle ne sait plus quoi faire de son argent, en fait. Parce que sinon, elle n'a aucun intérêt à verser des dividendes plutôt qu'à investir en elle-même pour avoir encore plus de chiffre d'affaires, être encore plus rentable potentiellement, etc., etc. Donc, c'est des entreprises en fait qui sont à des stades de vie, pour encore reprendre Lynch, différents. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'allais dire, j'ai pris conscience. Enfin, les dividendes, ça faisait un moment que j'étais un petit peu en mode, c'est jamais un critère, mais le livre de Peter Lynch, tu sais, One Up on Wall Street, dans lequel il distingue les différents types d'entreprises et aussi les différents petits peu stades de vie des entreprises. C'est hyper intéressant parce que c'est là que tu te rends compte, effectivement, comme tu dis, en fait, tu peux avoir du Total en portefeuille, tu peux avoir du Duolingo ou du Palantir en portefeuille du moment que tu sais pourquoi tu les as, tu sais à quel prix tu t'es dit, ok, là, c'est une bonne affaire et là, c'est trop cher. Et tu n'as pas les mêmes attentes vis-à-vis des deux types d'entreprises. Donc ouais, de manière générale, non, les dividendes, c'est jamais un critère. Si elles en versent, je vérifie que c'est soutenable avec le payout, avec la dette. Et ensuite, ils viennent. Et limite, si je pouvais choisir, je choisirais d'avoir 0 dividende parce qu'au final, on est taxé dessus et que je préfère avoir des entreprises qui vont investir dans leur propre croissance. Et puis, à l'heure actuelle, en tout cas, tu vois. Et quand je pense que dans 15 ans, ça va potentiellement shifter un petit peu.
et je vais avoir peut-être envie d'avoir une stabilisation du portefeuille et d'avoir, tu vois, une volatilité réduite parce que à 38 ans, j'aurais peut-être pas la même approche qu'à 53 ans. Texas Roadhouse, donc c'était, j'imagine, une chaîne de restaurants que tu as dû découvrir aux États-Unis. Exactement. Voilà. Et après avoir goûté leurs succulentes nuggets de poulet, tu t'es dit, il faut absolument que j'investisse. Ah non, nuggets de poulet, c'est un steakhouse. Il n'y a pas de nuggets de poulet chez Texas. C'est une entrecôte de 500 la viande bovine. Ah, bah oui. Une entrecôte de 500 grammes. Je mange de la viande, mais je suis pas un gros viandard, donc c'est pour ça que. T'as quoi comme objectif d'investissement au niveau de la durée, on va dire, en année? Je veux dire que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as 10, 15, 20 ans devant toi, en gros, où tu vas accélérer comme un malade au niveau croissance? Ou est-ce que tu te dis dans 15 ans, bon, je commencer à réfléchir autrement parce que j'arriverai à un certain âge et puis peut-être qu'il me faut une retraite et puis peut-être qu'il me faut aussi un petit complément de revenu. Donc, première question, ta durée d'investissement, on va dire, full croissance. Et puis après, quel est finalement ton objectif en tant qu'investisseur? Pourquoi tu fais ça? Tout simplement, à la fin, sur quoi tu vas tomber, quoi? Ouais, je répondrai peut-être d'abord à la deuxième partie, c'est que l'investissement, a priori, si possible, jusqu'à ma mort. Hein. Et puis, pour pouvoir transmettre, à la fois en vivre un moment et puis pouvoir transmettre un patrimoine. Et puis, idéalement, de toute façon, avant ma mort, hein, pour essayer d'être optimisé fiscalement, puisqu'on est en France. Donc, éviter qu'il se fasse buter sur les impôts quand je serai plus là. Mais donc, tu vois, l'idée, je me dis pas, ah non, à tel âge ou tel, tu vois, si j'atteins 1 million ou 2 millions ou 3 millions de capital, je vais arrêter parce que c'est bon. Enfin, idéalement, ce serait d'avoir toujours être capable de toujours investir. Et puis, je pense que de toute façon, même si après, il n'y a plus d'apport, ce sera aussi de la gestion de portefeuille et qui sera, comme tu disais, importante. Et du coup, ça revient à la première question. La durée sur la phase de capitalisation, honnêtement, là, pour l'instant, en fait, c'est tant que je pense que j'ai pas de chiffres en tête, tu vois, tout ça, ouais, j'aimerais bien, je sais pas, à 50 ans, tu vas prendre une retraite anticipée, etc. Mais idéalement, ce serait de faire un boulot qui me plaît potentiellement. Tu vois, je suis en train de regarder monter mon entreprise également et puis avoir un truc qui fasse que ça marche suffisamment pour subvenir à mes besoins et puis m'éclater là-dedans et ensuite investir à côté et puis continuer de faire fructifier ça en tant que j'allais dire, une partie complément de retraite, une partie qui fructifie. Je pense de plus en plus, enfin, j'en suis pas là, mais quand je me projette, je me dis, ouais, peut-être qu'à un moment, je vais avoir une partie qui va shifter et qui va être beaucoup plus sur potentiellement, tu vois, des actions à dividendes moins volatiles, mais beaucoup plus, comment dire, beaucoup moins sujettes à des fluctuations, même si du coup, je perds un petit peu en rendement. Ce que je perds en rendement, je le gagne en sûreté, entre guillemets, du capital potentiel. Et par contre, toujours garder, je pense, une poche un petit peu comme ça comment dire, de fast growers, comme dit Peter Lynch, de croissance rapide et puis de croissance des piliers, ce qu'il appelle aussi les piliers, donc des trucs qui ont de la croissance qui sont pas encore à 20%, tu vois, mais plutôt en ce moment, tu vois, je pense du Apple, même du Alphabet, enfin les grosses méga caps en ce moment, je pense qu'elles rentrent un petit peu dans cette catégorie, tu vois, c'est plus des fast growers, on n'a pas des 20-25% de croissance quoi, pour la plupart. Mais elles sont là pour durer. Enfin, tu vois, en termes de conviction, par exemple, Amazon, c'est probablement la plus forte conviction parce que je vois pas qui peut les concurrencer, je vois pas comment ils peuvent échouer. Et puis actuellement, ils sont partout en termes de géographie et en termes d'activité. Donc, c'est vrai. Nicolas, tu avais fait un post sur Google. Probablement. Non, mais moi, j'avais vu passer pas mal de posts d'investisseurs sur le fait que Google ou Alphabet pouvait représenter potentiellement, parce qu'on ne fait que donner notre avis personnel, pouvait potentiellement être une bonne opportunité avec la correction qu'il y a eu récemment. Quoi. Ouais.
Ouais, je suis d'accord aussi, hein, en termes de valorisation, elle était relativement basse. Mhm. Même elle est encore autour des 165 $. Et par contre, en termes de potentiel aussi, elle est un peu à part depuis un petit moment, j'ai l'impression, par rapport à du Apple ou à du Amazon ou du Meta. J'ai cherché. Mhm. Mhm. Mais parce que aussi, j'ai l'impression qu'elle est peut-être plus, il y a peut-être plus de crainte par rapport à un démantèlement, par rapport aux affaires en cours, par rapport à l'IA et est-ce que l'IA va remplacer Google, etc. Bon, moi pour l'instant, je vois pas je vois pas comment c'est possible actuellement. Je pense que justement, Alphabet a les moyens d'intégrer l'IA à ses produits. Euh, et il faut pas oublier quoi, Alphabet, c'est pas que Google Search, mais c'est aussi YouTube qui a explosé le nombre de personnes, de viewers, quoi, de spectateurs sur l'année 2024. Il n'y a jamais autant de personnes qui ont regardé la plateforme. Ils intègrent maintenant des podcasts, différents trucs. Euh, et elle améliore plutôt bien justement les créateurs, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de monde qui regarde, donc il y a plus de monde qui produit également. Mais c'est aussi Waymo. Tu vois, je ne sais plus, ils ont eu 200 Ah 000 oui, 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 voitures, les voitures autonomes, ouais, qui les déploient voitures autonomes, hein, qui fait aussi partie du groupe Alphabet. ouais. Exactement. Ouais. Et là-dessus, c'est impressionnant la croissance Et qu'ils ont c'est en un termes des leaders. Hein. C'est un des ouais. leaders. D'ailleurs, en termes de technologie, ils sont plus avancés, j'ai l'impression, que Tesla, quoi. Ouais, bah parce que Mhm. ils utilisent différents trucs, différents enfin, pour faire simple, hein. De toute façon, Mhm. Tesla, ils ont misé sur le 100% caméra, grosso modo. Peut-être pas 100%, mais vraiment quasiment que des caméras, parce que sinon ça coûte moins cher, et que du coup, ils se disent, voilà, ça sera peut-être plus accessible et plus facile à déployer, mais par contre, c'est vachement plus difficile, je pense, à intégrer, à mettre en place. Alors que Waymo, ils se sont dit, on s'en fout, quand on blinde la voiture de capteur, on a un petit peu de tout, et du coup, sauf que du coup, ça marche. Donc, pour l'instant, ils s'installent, et puis s'ils arrivent à s'installer dans les habitudes je pense aussi des personnes, des consommateurs, etc., et que ça crée de la confiance, ils sont en phase de prendre de belles parts de marché. Donc, c'est pas le plus rentable pour l'instant, tu vois, ça représente quasiment rien, mais c'est quelque chose, tu vois, tu te dis, si t'imagines la vie dans 10 ans, c'est pas, enfin, j'ai aucun mal, moi, à imaginer qu'on ait quasiment, pas que, mais énormément de voitures autonomes, comme ça, de taxis autonomes. Euh, YouTube, alors, qu'elles soient encore là dans 10 ans, ça ne m'étonnerait pas non plus, quoi. Sous cette forme ou sous un autre format, tu vois, peut-être quelque chose qui a évolué, mais Mhm. Google Search, c'est pareil, enfin, je vois, et je pense que l'IA est utilisée, tu vois, le ChatGPT, par exemple, sont utilisés pour différentes choses que Google Search. Donc, en soi, ouais, je pense pas qu'il y ait c'est que mon avis, hein, mais je pense qu'effectivement, Google, en ce moment, c'est plutôt une bonne opportunité, quoi. Donc, ça représente, toi, c'est ma deuxième ligne, hein. Donc, Ouais, c'est qu'on y croit. Hein. J'avais fait un post exactement, tu avais raison, Nico, sur Alphabet. Et, j'ai remarqué qu'il était vachement sous-évalué en ce moment. En fait, la boîte est clairement en train de prendre une pente, mais est-ce qu'elle va s'arrêter un jour? J'ai envie de dire, là, pour l'instant, elle coiffe, comme on disait, un peu tout le monde au poteau en ce moment. Donc, pour l'instant, et pour le moment, je dirais, go sur. C'est toujours personnel, alors, hein, il n'y a aucun conseil, hein, mais go sur Alphabet. Hein. tu vois, je te disais, c'est ma deuxième, en fait, c'est ma première position, Alphabet. C'est 12,6% de mon CTO. Mhm. Quand même. Donc, ouais. Et la deuxième, c'est Amazon, avec 11%. Tu nous as dit que Bon, tu avais un doctorat, c'est ça? revenons en Pardon? France. Revenons en France un petit peu avec le PEA maintenant. Avec le Alors, PEA. Donc j'imagine que ouais. c'est un peu plus classique hein, dans le PEA. Il y a un peu moins de, il y a un peu moins, on va trouver un peu moins d'entreprises Ouais. un peu exotiques. Le PEA, j'ai moins de. Ma thèse, c'est pour ça que j'investis quasiment 2 fois moins dans le PEA que dans mon compte titre. Parce Ah, que j'ai du Katana, mal à Katana. vendre des thèses d'investissement. Donc, j'essaye. Je l'ai vendu, tu vois, Katana. C'est bon, Mhm. il plaît. C'est Je pas l'ai grave, on va je l'ai revendu, quand même mais un peu parce regarder que c'était Katana. en mode, pareil, en mode un petit peu small cap et tout, et Mhm. avec du potentiel. Mais en fait, c'était quand? Attends, je vais regarder exactement. Les bateaux. Quand est-ce Ouais. que je l'ai vendu? Mais du coup, ouais, il y a eu le cours de l'action évoluait pas trop, mais ça me gêne pas trop.
Mais ouais, au niveau des résultats, c'était pas fou non plus. Donc, j'ai dit, écoute, je préfère ressortir et puis allouer à d'autres trucs. Euh, et par exemple, là, je pense que, tu vois, c'est pas. Je crois pas que ce soit sur le portefeuille, mais j'ai acheté il y a pas longtemps là, du Ferrari, du coup. Ah, Donc, on n'est pas sur le même type de boîte, quoi. c'est pas le même bateau. C'est pas le même bateau, c'est pas le même. C'est le prix d'un bateau. Bon, Ouais, donc, Vinci, Nicolas, ça te rappelle quelque chose? Vinci aussi, oui, bien sûr. des amateurs. Je crois que c'est une de tes plus grosses positions, non, Vinci, Nico? Moi? Ah non, pas Ouais, du tout. Alors pour mon PEA, je suis sur Total Energy d'accord, et AXA, les assurances, et le Pinard. d'accord, d'accord. Mais Vinci, très 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 bonne société également, hein. Mm. Tu peux scroller. Personne ne vous vole si vous achetez du Vinci, hein, je pense, hein. Ouais, c'est ça, quoi. C'est que elle est plutôt. T'as les chiffres là. Ah, Elle est d'ailleurs, plutôt. il y a un commentaire de Clément sur cette entreprise. Et c'est ça aussi un des avantages d'être Morning Pro, c'est que en plus de l'intelligence artificielle, il y a aussi de l'intelligence humaine, parce qu'on affiche des commentaires écrits par des humains. Donc, sur un très grand nombre d'actions, vous avez un commentaire écrit par Clément Hourceau ou par Quentin Amar, qui ont tous les deux la certification de l'autorité des marchés financiers. Voilà, c'était le petit moment pub. Cliquez sur le lien. Vinci, pour en revenir à Vinci, tu vas voir la segmentation. Ouais, Je pense qu'ils sont largement diversifiés, que ce soit dans les pays ou même ouais. dans ce qu'ils proposent, hein, les aéroports, les autoroutes, etc., etc. Il y a même un peu d'immobilier, je crois, en plus. Il y a une branche énergie aussi, hein. En Il n'y a pas que plus. les autoroutes et la construction. Et c'est Moi, vrai si qu'ils tu sont. regardes airports et autoroutes, tu es à 16%. Je pensais que c'était un peu Mm, plus. mm, Ouais, mais tu vois, après, c'est vrai que je me tâte. Tu vois, j'étais rentré dessus il n'y a pas mm. longtemps. Vinci, et je me tâte à voir. Et en fait, sur le PEA, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus, beaucoup moins, enfin, ouais, beaucoup moins en recherche de Oui. croissance, même si je suis toujours en recherche de croissance et de bonnes affaires. Mais en fait, je pense que naturellement, il y a juste moins l'horizon des entreprises avec Oui, il y a un moins de potentiel choix, de on a envie de dire, croissance. hein. Il y a clairement moins de Ouais, choix, hein. clairement. Et tu vois, il n'y a pas de, enfin, il y a pas, ouais, on n'a pas des Apple et Amazon et Alphabet en Europe, Ouais, quasiment pas. voilà. Donc après, quand Mais on va chercher la croissance, ouais, ASML, hein, ASML, ouais, ouais. qui Du fournit coup, quand ouais, même du coup, bien les Apple et compagnie. ouais, Même du si, coup, même ASML, c'est si vrai que je me suis bien remis dessus. C'est mm, enfin, sur mon PEA, du coup, j'ai environ 20% qui est sur un ETF SP500 que j'ai mm. pas rechargé depuis longtemps. En fait, depuis 2 ans, il avait fait que grimper. Donc, Bon. d'ailleurs, je vais peut-être en remettre un petit peu. Et puis ensuite, c'est ASML quoi, qui fait 16% du PEA. Du coup, j'avais renforcé un peu. Maintenant, j'ai 4 actions. Ils Ils ont versent un bien beau, augmenté le ils versent un dividende. beau dividende déjà, c'est incroyable. Oui. Ils l'ont Pour bien une augmenté entreprise de surtout. technologie. Ouais, bah en pourcentage, c'est Mm, pas énorme, hein, je crois, mais en soi. Mais mm. ça leur permet, je pense, déjà, en étant en Europe, d'essayer Ouais, d'attirer peut-être un petit peu d'actionnaires, tu vois, de dire, eh, regardez, nous aussi, on verse des ils ont une dividendes. Et belle puis, politique de rachat d'actions aussi, ouais, en ce moment-là, ces dernières années. bah, surtout, ouais, le prix a bien baissé. Après, c'est une entreprise qui est un peu plus cyclique en plus, donc naturellement, enfin, tu vois, ils vendent des trucs, je crois que ça vaut 1,5 million, quoi, une machine, donc plus. Ouais, Ah le oui. commentaire de Clément est pas mal, hein. C'est vrai que c'est une belle entreprise, malgré le fait que, Ouais, voilà, il y a toujours des tensions avec l'Asie, ouais, les c'est ça. sanctions les sanctions entre US et la Chine. Bah, ça fait partie des risques, je pense, de manière Ouais, générale, ouais. à intégrer et à être conscient. Est-ce que, par exemple, euh, est-ce qu'une entreprise va être exposée ou non à un pays? Tu vois, quand on parle de diversité, par exemple, géographique, des fois c'est bien, mais des fois c'est un risque, en fait, parce que tu vois, SML, par exemple, bah là, en l'occurrence, c'est presque un risque, parce que je crois que ils n'ont pas énormément de clients, tu vois, en termes de nombre. Enfin, je crois, leurs 3 plus gros clients représentent la majorité de leur chiffre d'affaires. Mm. Bon, bah, s'ils en perdent un, ça fait suer.
Et ensuite, des fois, tu te dis, ben, un Costco ou un Texas Roadhouse, tu vois, qui sont purement quasiment que aux États-Unis, bah, finalement, le risque géographique, enfin, tu t'en fous en fait, parce qu'ils peuvent encore se développer énormément au sein de leur propre pays et que c'est vachement reconnu au sein du pays et que ben, les choses tournent plutôt bien sans qu'ils aient besoin d'être partout dans le monde. Donc, parfois, oui, parfois, en fait, on peut trouver des excellentes entreprises qui n'ont pas forcément un chiffre d'affaires diversifié de partout dans le monde. Donc, Et faut, ouais, combien de temps tu peser pas. prends, Ouais. on va dire par mois, pour gérer tes investissements, pour vérifier comment se passent tes portefeuilles, etc., quoi. Euh, c'est difficile à dire parce que maintenant j'ai quand même une watchlist d'entreprises que j'ai déjà un petit peu scrutées. Alors, je ne les ai pas toutes analysées en profondeur, mais je suis quand même allé scruter un petit peu les, les chiffres et globalement comprendre ce qu'elles font pour rester dans ma watchlist. Ensuite, celles qui sont dans mon portefeuille, bah, je les suis régulièrement, mais enfin, maintenant que je les connais, bah, je passe en fait assez peu de temps. Par contre, là où je veux passer du temps, peut-être trop de temps, c'est justement essayer d'observer les niveaux d'achat. Je pense que honnêtement, hein, je crois que je me connecte tous les jours pas forcément sur le broker, mais sur TradingView, sur des sites comme ça pour évaluer un petit peu le prix de l'action et voir un petit peu s'il n'y aurait pas des opportunités d'achat, bah, en gros pour être sûr de pas louper le coche, quoi, si ça atteint des niveaux intéressants. Euh, mais ensuite, en termes d'analyse, ouais, pour une entreprise, ça va prendre un bon moment, quoi. Par exemple, si je commence à fouiller les chiffres, enfin, mon process, très simplement, c'est que je vais commencer avec un screener souvent. Bah, je te dis, Kinsale, Capital, Duolingo, Texas Roadhouse, ils étaient réapparus avec des screeners, quoi. Je cherche de la croissance, des retours sur capitaux importants et de la croissance des free cash flow. Euh, et des fois, parfois, je l'intègre la dette dans les critères, mais pas forcément, pour rester assez large et en même temps assez exigeant sur ces niveaux-là. Et ensuite, eh ben, je regarde les chiffres, donc je fouille, ça va me prendre, je pense, en général, ça ne me prend pas plus d'une heure hein, de regarder les chiffres globalement sur les screeners, sur OK, on a combien de croissance, où est-ce que va l'argent, est-ce qu'il y a un dividende ou pas, est-ce qu'il y a des rachats d'actions ou pas, comment ça se passe, c'est qui l'actionnaire, etc. Et ensuite, il y a l'analyse, ça permet un peu de trier, de se dire, oh là, non, en fait, cette entreprise, je n'avais pas vu ça, ça dégage de la watchlist, quoi. Je vais pas passer plus de temps. Et ensuite, l'analyse qualitative qui, là, va prendre 80% du temps. Parce qu'il va falloir aller se taper quelques rapports ou en tout cas essayer de mieux comprendre en profondeur qu'est-ce que fait l'entreprise, quels sont les risques spécifiques, c'est quoi ses concurrents. Du coup, c'est peut-être un petit moment aussi aller regarder les chiffres des boîtes concurrentes, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elles a des plus grosses marges ou plus faibles marges que les concurrents, les parts de marché, etc. etc. Et ensuite, le management également. Et ensuite, si les cases sont toutes cochées, à ce moment-là, on peut essayer de la garder en watchlist, se dire, OK, bon, bah, alors, à quel prix est-ce que je suis prêt à acheter? Enfin, en dessous de quel prix est-ce que je pense que c'est une bonne affaire dans les conditions actuelles, quoi. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi, c'est que c'est important, je pense, même si l'entreprise en elle-même n'a pas changé, c'est possible que le contexte autour fait que nos hypothèses de valorisation vont changer et de se dire, ah oui, mais merde, en fait, je dis un bon exemple en ce moment, avec les tarifs que Trump veut imposer, etc. Ouais, j'avais envie de Bah, revenir un petit peu à ouais, l'actualité et c'est le bon rebond. C'est le ouais, bon le rebond bon parce que, rebond sur l'actualité, c'était un peu pour que savoir comment tu gères, bah, par exemple, l'actualité, les corrections. Là, récemment, donc, il y a une belle correction sur tout le marché US. Avec la fin de l'euphorie qu'il y a eu lorsqu'il y a eu l'élection de Trump, on a eu une petite euphorie sur les marchés. Est-ce que tu es quelqu'un qui buy the dip? Est-ce que tu dis bon bah je vais un petit peu en profiter pour recharger? Et si tu recharges, sur quel type d'action tu le fais? ouais. Ouais. Ben, en fait, je vais buy the dip, mais pas de dip par rapport au prix.
en fait, parce que j'ai des actions qui ont baissé de n'importe quoi, mais de 20%, mais qui sont encore trop chères par rapport à ce que moi j'estime être un juste prix. Donc, elles peuvent avoir baissé de 20%, mais si pour moi c'est encore trop cher, je vais pas aller dessus. Un exemple que j'ai en tête, là, tu vois, d'actions que j'ai en watchlist, c'est FICO, qui en gros fournit les credit scores aux banques et aux particuliers. Donc, c'est hyper rentable en croissance, enfin, une de mes favorites en watchlist. C'est aux US, non? Ouais, aux US, ouais. D'accord. Et encore une fois, j'ai expérimenté, tu vois, d'avoir le FICO score, le credit score, etc. Donc, je vois un petit peu le bazar derrière. Et puis le business, j'aime beaucoup, mais quasiment en monopoly. Mais les ratios de valorisation sont juste beaucoup trop élevés, je pense. Enfin, et peut-être que je vais louper l'opportunité, hein, peut-être qu'elle ne redescendra jamais et puis elle va monter. Mais actuellement, en fait, c'est la marge de sécurité qui fait que moi, si j'achetais maintenant, c'est-à-dire en fait, la probabilité qu'elle baisse encore et qu'elle revienne à des niveaux de valorisation sains, entre guillemets, elle est trop élevée pour que moi, je me sente confortable à acheter à ces niveaux, quoi. Mais même si des fois, je suis pas loin de craquer. Voilà, une autre Costco aussi, tu vois, aux États-Unis, qui est une excellente entreprise, mais à l'heure actuelle, même si elle baisse encore un petit peu, selon moi, la valorisation est encore très très chère. Et à l'inverse, j'avais des entreprises, Amazon par exemple, qui, tu vois, j'avais fait mes estimations et je me dis, même en prenant des hypothèses un petit peu très prudentes, tu vois, j'essaie toujours d'intégrer la marge de sécurité dans les hypothèses pour me dire, OK, bon, au lieu d'avoir 12%, peut-être qu'on va avoir que 10% de croissance, et puis des choses comme ça. Et en dessous de $200 à Amazon, j'ai du mal à ne pas acheter, en fait. Parce que je pense que pour l'instant, elle est sous-valorisée également, tu vois. On parlait tout à l'heure d'Alphabet, et je pense qu'Amazon aussi, c'est deux des méga caps qui sont en ce moment assez sous-valorisés et qui sont assez, également, je voulais dire, aussi immunes, en tout cas, en partie immunes à une potentielle, j'allais dire, une crise ou potentielle récession, quand je comparais à Meta, que je trouvais aussi un petit peu sous-valorisé, mais en fait, en me disant, attention, parce que Meta, c'est genre 90% des revenus, peut-être, j'ai plus le chiffre exact, mais tu vois, ils viennent des revenus publicitaires. Mais sauf que s'il y a vraiment une récession, les entreprises, la première chose qu'elles vont couper, c'est les dépenses en marketing et en pub. Et ça va forcément impacter le chiffre d'affaires de Meta d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, c'est ce genre de choses et Amazon. On retiendra. Ouais, non, mais tu vois, et à l'inverse, Apple, je l'ai vendu, du coup, je suis sorti en 2 fois, et parce qu'à l'inverse, je trouvais que là, on avait atteint des niveaux de valorisation qui étaient en fait trop élevés par rapport à la croissance attendue, par rapport aux perspectives. J'avais attendu les derniers résultats et de voir aussi l'annonce, enfin, de dire qu'il y a peut-être quelque chose, tu vois, qui va sortir. Et puis au final, il n'y a pas grand-chose qui fait que je me dis, ah oui, là, forcément, là, ça va repartir de la croissance que on a d'habitude. Donc, c'est vrai que sur Apple, on attend. Il y a beaucoup d'investisseurs qui attendent de voir vraiment ce qu'ils vont réussir à fournir comme innovation vraiment autour de l'IA, un nouveau produit. C'est ça, ouais. Ils ont lancé un produit sur l'informatique spatiale, le Vision Pro, mais qui reste encore trop un produit de niche. Ils n'ont pas réussi vraiment à sortir un produit autour de l'automobile. À un moment, il y avait beaucoup de rumeurs sur l'Apple Car. Et là, on se demande, OK, il y a des rumeurs actuellement sur un potentiel produit plus axé domotique. Ouais. Mais voilà, on attend. C'est là, ouais. Je pense et il y a eu quelques déceptions. C'est vrai que je voulais rebondir sur ça. Sur l'actualité, il y a quelques déceptions sur le fait qu'ils aient un petit peu raté le coche en termes de logiciel sur l'intelligence artificielle. Ils ont du retard sur leur assistant vocal Siri. Mais je dirais que Apple n'a jamais été vraiment extrêmement bon côté software. Je pense que de toute façon, tu regardes ils ont toujours été un petit peu en retard côté software. Ils mettent beaucoup sur le software, c'est beaucoup de logiciels, c'est beaucoup sur l'interface utilisateur, sur l'ergonomie, mais après en termes vraiment d'innovation, de fonctionnalité, ils ont toujours été un peu plus en retrait. Maintenant, ils sont assis sur une montagne. Ils sont toujours assis sur une montagne de cash. C'est pour ça, l'entreprise en elle-même, en fait, l'entreprise est toujours excellente et enfin, ils sont pas du tout en danger et ils produisent toujours. Mais le problème, c'est que, comme tu dis, puis
majorité de leurs revenus, elle provient de la vente des iPhones, quoi. Moi, je regarde, j'ai les chiffres. Euh, ouais, sur les iPhones, je ne sais même pas dire en pourcentage, quoi. Tu vois, tu as 200 milliards de dollars sur l'année. La ligne d'après, c'est tout ce qui est les Mac, c'est 31 milliards seulement. iPad, 27 milliards. Les autres, les wearables, tu vois, les iPods et tout, 36 milliards. Donc, les trois autres sources réunies, elles n'atteignent même pas la moitié enfin, elles atteignent même pas la moitié des ventes d'iPhone. Donc, clairement, c'est Apple, leur chiffre, c'est basé sur l'iPhone, mais et en fait, il est tellement bon, enfin, il est tellement durable que du coup, tu n'as pas forcément de raison d'en changer non plus tous les 4 matins, quoi. À part certaines personnes, tu vois. Moi, ça fait 5 ans que j'ai le mien et il marche encore quasiment comme au premier jour. Et du coup, bah, s'ils n'intègrent pas effectivement des nouvelles fonctionnalités ou des trucs vraiment où je me dis, ah oui, bah là, c'est pas une caméra de fou, tu vois, un assistant IA vraiment qui fait que ça te rend la vie encore plus facile, et puis c'est intégré avec le Mac et tout le bazar. Euh, là, ils ont le potentiel d'avoir une grosse vague de personnes, tu vois, qui va vouloir shifter. Mais sinon, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Parce que je pense aussi, leurs produits sont tellement, entre guillemets, tellement bons et durables que, ben, du coup, tu n'as pas besoin forcément d'en changer, tu vois, tous les ans, ou tous les 2 ou 3 ans. Euh, mais l'entreprise, et c'est là aussi, je voulais dire, c'était important de faire la différence, tu vois, entre l'entreprise et l'action, en fait. Et que, ben, tu as une entreprise, au bout d'un moment, même si c'est une excellente entreprise, tu vois, pour moi, Apple a été trop chère. Et du coup, là, je vois, elle a pris en quelques jours, elle est redescendue, quoi. Elle a pris de 235 à 213 dollars, et je pense sur des niveaux clés en termes de graphique. Et voilà, si elle passe sous les 200, voire 180 dollars, à ce moment-là, peut-être que, tu vois, même moi, je me dirais, ah, peut-être que là, à ce moment-là, oui, ça devient peut-être une opportunité d'achat. Mais voilà. Ok, intéressant. Intéressant. Peut-être qu'on pourrait dire, pour terminer, 2, 3 mots, parce que là, on a beaucoup vu les États-Unis, l'Europe. Peut-être 2, 3 mots sur les marchés émergents, la Chine. Est-ce que Ouais. tu as totalement, tu t'en occupes pas trop? Est-ce que ça t'intéresse? Et voilà, quelle est ta position sur l'investissement, sur les marchés émergents, la Chine, etc. Alors, de façon générale, j'y connais rien, donc j'y touche pas pour l'instant. Bonne De réponse. façon plus longue, voilà, comment on dit, réponse, ça c'était la réponse courte. La réponse un peu plus longue, c'est bah, je connais pas, donc j'essaie de m'y intéresser, mais c'est parfois compliqué même de comprendre. Tu vois, je te parlais d'avoir vécu aux États-Unis, bah, ça m'aide à des fois comprendre la mentalité, en tout cas des consommateurs ou des entreprises aux US. Bah, la mentalité des entreprises à Singapour ou à Tokyo ou en Chine, j'ai du mal, tu vois, parce que c'est une culture différente et parfois, même au niveau en termes de rapports financiers, etc., ça va être peut-être parfois plus compliqué. Par contre, je suis persuadé, il y a d'excellentes entreprises, d'excellentes opportunités partout, pas qu'aux USA ou en France ou en Europe, hein. Euh, Maintenant, le deuxième point, c'est en termes d'opportunités globales. On sait, notamment l'Inde, c'est quelque chose que j'avais l'œil dessus, on va dire. Euh, mais je me suis un peu calmé parce qu'en fait, on a des projections qui suggèrent que, tu vois, en Inde, il va y avoir une augmentation du niveau de vie d'un petit peu tout le monde, et surtout une augmentation du nombre de personnes dans la classe moyenne, en fait, qui vont, du coup, potentiellement avoir un meilleur, comment dire, ouais, un meilleur accès, les moyens d'avoir accès à de meilleures choses, donc plus d'argent dépensé, tu vois, en gros. Mais la question, c'est est-ce qu'en fait, ils vont le dépenser dans des entreprises locales indiennes ou est-ce qu'ils vont le dépenser dans des Est-ce qu'ils vont entreprises qui acheter sont des plus iPhones, hein? internationales? Exactement, mais c'est exactement l'exemple que j'ai à chaque fois. Je me dis, bah, est-ce qu'ils vont Il acheter un faut téléphone vendre. indien ou est-ce qu'ils vont se dire, ah putain, ça y est, enfin, l'iPhone, je sais pas en Inde, mais Apple a déplacé des usines aussi, ils commencent à créer là-bas. Donc en plus, j'imagine, ils sont pas cons, ils vont tu vois, développer le marketing aussi, si c'est pas déjà fait, pour dire, enfin, les Indiens, ils savent que c'est l'iPhone, hein. Donc si tu as toute une frange de la population qui observer les autres avec des iPhones, tiens, ça a l'air trop bien l'iPhone, et qui, ben, après une génération, peuvent y accéder. Est-ce qu'ils vont acheter l'iPhone ou est-ce qu'ils vont acheter le téléphone local?
Et ben, en fait, c'est la seule chose qui compte, quoi. C'est pas seulement est-ce que les gens dans le pays vont vont avoir un meilleur niveau de vie et puis vont avoir plus d'argent dépensé. Est-ce que le pays va avoir un plus gros PIB, tu vois. Mais également, bah, en fait, les entreprises, est-ce que les gens vont acheter les produits des entreprises de ce pays? Parce que c'est ça c'est les entreprises du pays qui sont dans les ETF, par exemple, dans lesquelles on investit. Donc, Peut-être qu'au final, une manière de s'exposer au marché émergent sans forcément s'y connaître, ça serait d'avoir une petite partie de son capital sur un ETF. ouais, c'est ça. Bah, il y a un ETF marché émergent, je pense. Hmm. Si on veut être exposé, c'est une bonne façon. Et après, moi, j'avoue, j'ai un ETF, tu vois, un ETF, encore une fois, SP500 dans le PEA. Et c'est tout, quoi. Le reste, c'est du stock picking parce que, bah, en fait, dans les ETF, ça me permet d'avoir un petit fonds de portefeuille un petit peu, entre guillemets, sécurisé et encore. euh, Sécurisé dans le sens où j'ai pas trop, tu vois, à réfléchir. Pour toi, Mais, ça serait trop ennuyant de que investir eh dans ben, l'ETF, c'est ça? ouais, il y a le côté ennuyant, mais il y a aussi le côté, même en termes de risque, des fois, je me dis, c'est presque plus risqué, enfin, dans ma réflexion, c'est presque plus risqué d'investir dans un ETF. Parce qu'au final, je sais pas ce qu'il y a dedans, en fait. Donc, et, euh, et du coup, je préfère être focus sur quelques entreprises, tu vois. Puis là, en ce moment, j'ai 10 entreprises en CTO. Donc, et en PEA, j'en ai, je crois aussi, pareil, 8 ou 10, mais je veux le réduire à, tu vois, peut-être 5, pour avoir, tu vois, au total une quinzaine d'entreprises au total à, à suivre, à gérer, euh, et être capable, tu vois, d'identifier à un moment, hop là, ça, bah, on en sort, tu vois, comme j'ai fait avec Apple, on en sort, et des fois on a raison, des fois on a tort, mais au moins, tu es confortable avec ce que tu as dans ton portefeuille, alors que bah, l'ETF, c'est bien à long terme. Je pense que c'est ça en fait. L'ETF, c'est bien à très long terme. Tu vois, si tu fais que de l'ETF, je pense, SP500 pendant les 30 prochaines années, ça m'étonnerait que tu sois perdant. Après, je ne peux pas prédire le futur. Si tu faisais de l'ETF de 2020 à 2020-2022, puis ensuite, même sur les 2 dernières années, 2023-2024, tu as eu des performances, tu as eu 23 et 24%, je crois, 2023 et 2024. Donc c'était excellent. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer si on a, pendant, je sais pas, 2 ans, si cette année, on a du moins 10%, et l'année prochaine, on a du moins 12%. Mm. Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas en face, justement, avec le stock picking, moi, c'est ce que j'essaie de faire, moyen de justement profiter de certaines baisses qui sont, enfin, où le marché, en fait, a jeté le bébé avec l'eau du bain, et Mm. donc il y a des entreprises qui sont Oui, complètement on n'est pas à sous-valorisées alors l'abri, qu'elles n'ont aucune raison de l'être. Tu on vois ce n'est que je pas à veux dire? l'abri d'un marché qui peut être en range pendant plusieurs années, comme ça a été le cas Ouais, il y a pas si longtemps que ça, hein. On oublie mais qu'il n'y a pas exactement. si longtemps que ça. Le marché était en range, même le marché US était en range pendant Mhm. plusieurs années, quoi. Bah, tout à fait. Il y Yes, a, et je c'est me ça, il y a suis. quelque chose à comprendre, c'est que c'est ça, c'est quelles sont les conditions qui font qu'un marché va être, tu vois, hyper haussier, hyper Mm. baissier. Et quand on regarde 2010, 2020, on a eu l'un des meilleurs marchés de l'histoire, mais on a eu des taux qui étaient historiquement bas, voire négatifs. Donc, bah, les entreprises, forcément, ce que je disais au début, elles empruntaient de l'argent, limite, elles étaient payées pour emprunter. Donc, elle pouvait se développer à fond. Enfin, Ouais. mais du coup, ce qu'on a vu récemment, c'est que ben, ça se calme un petit peu et c'est là, mais c'est pas une mauvaise chose parce que c'est là qu'on va voir les entreprises résilientes et puis on va voir celles qui s'étaient surendettées ou celles qui sont pas capables comment dire, d'être là dans la durée. Donc, Exactement. C'est dans les mauvaises périodes qu'on voit les c'est ça, ouais. survivants, hein. C'est quoi, Buffett disait quoi? Ouais, C'est à marée basse qu'on voit qui se baignait avec nu. exactement. Et je me suis, en fait, pour terminer, je me suis remis Ouais. sur ta page de profil. C'est le petit moment publicité, Le hein. petit moment pub. On va pouvoir juste dire deux, Abonnez-vous, trois mots. abonnez-vous. Ouais, bien sûr. C'est ça. Ouais. Abonnez-vous déjà sur Moning. Ouais. Suivez Vivien sur Moning. Vous pouvez suivre Vivien sur Moning. D'ailleurs, il va mettre à jour ses portefeuilles sur Moning. Exactement. J'ai Et, vérifié. et donc, tu partages aussi donc tes réseaux sociaux, hein. On peut te suivre sur Twitter. Et tu as aussi Ouais. une newsletter. Alors, peut-être tu peux dire deux, trois mots sur la newsletter Mhm. et ce que tu partages via ta Ouais, bien newsletter. sûr. Bah, j'ai une newsletter là qui le Buffet Finance tous les mercredis où je publie. Alors ça se veut à la fois
éducatif, informatif. J'ai plusieurs sections. Et voilà, le buffet, pourquoi le buffet finance? Parce qu'il y a un petit peu de tout, comme dans un buffet. Donc, je valorise une entreprise, je donne mes estimations de valorisation chaque semaine sur une entreprise. J'ai une citation marquante, un outil ou une ressource, en tout cas, que j'aime, que je partage. Ça peut être une vidéo, un livre, tu vois, un site web. Moning était d'ailleurs la première ressource dans la toute première newsletter. Et donc, voilà, je partage un petit peu ces choses-là dans le but d'aider les gens à progresser. Donc, ça, c'est la newsletter, j'allais dire, la newsletter régulière. J'essaie aussi, du coup, en complément, 1 ou 2 fois par mois, de sortir une newsletter, cette fois une newsletter payante sur l'analyse d'entreprise qui retient une vingtaine, trentaine de pages, ou analyse des résultats des entreprises pour aller un petit peu plus en profondeur. En fait, des trucs qui me demandent beaucoup plus de temps à faire. Et j'ai pas encore, du coup, j'ai pas encore mis parce que j'ai pas encore lancé le premier numéro, mais il y a un nouveau projet de newsletter sur les investisseurs invisibles, en fait, des interviews d'investisseurs lambda qui vont partager leur expérience, leurs erreurs, leur parcours dans un format newsletter, dans un format question-réponse. Voilà. Donc, je mettrai ça à jour aussi dans les ressources de mon profil sur Moning. Ok, c'est top. N'hésite pas à en parler sur le forum aussi lorsque tu. Ouais. Ah ouais, j'ai lancé un sujet, donc je vais lancer. Ouais. J'ai eu quelques personnes. Passionné de finance. Vivien Fin de Finance est ton pseudo, et ça se voit que tu es un passionné. Et du coup, j'ai rien dit toute la vidéo, mais j'ai écouté tes paroles, j'ai vu tes paroles, et ça se voit que tu es un passionné en tout cas. Bravo, Vivien. Ouais, et puis j'ai tendance, une fois que je l'ouvre, j'ai tendance à plus m'arrêter, tu sais. J'ai été prof, et voilà. Ça se voit, Doc. Non, mais ouais, c'était super sympa. C'était super sympa. J'espère que vous avez apprécié cette discussion. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir. Ça m'a fait aussi très plaisir de recommencer ce format des Morning Live. Et ouais, donc c'était le premier de cette année et ça sera sûrement pas le dernier. Voilà. C'était le mot de la fin. Passez une bonne fin. Passez une bonne fin de semaine. Merci, vous aussi. Merci. Ciao. Bonne soirée. Salut. À plus. Salut. Ciao, Nico. Ciao. Bye bye.